Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Merci d'être avec nous. C'est un document intéressant qui vient d'être publié par les États-Unis, la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine. C'est un changement notable par rapport aux décennies précédentes et à la stratégie plus large des États-Unis à leur conception de ce que devrait être l'ordre mondial. Que pensez-vous de leur sécurité? What do you make of this new security strategy? Well, first of all, it's not new. Let's make that clear. Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas nouveau. Soyons clairs là-dessus. Je n'ai vu personne revenir en arrière pour examiner ce qu'était la première NSS de M. Trump en décembre 2017. S'il le faisait, il découvrirait que ce document avait, pour ainsi dire, deux auteurs différents et suivait deux orientations distinctes. Ce que nous examinons aujourd'hui a été rédigé par un seul groupe d'auteurs et va dans une seule direction. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'en 2017, M. Trump n'était pas encore maître de lui-même et qu'il a publié une NSS rédigée en partie selon la méthode traditionnelle. Il a été en partie rédigé par des experts du Conseil de sécurité nationale, alors dirigé par le lieutenant-général McMaster. Et il y avait une certaine dame, Nadia Shadlow, à qui l'on attribuait la rédaction des parties de la NSS qui paraissaient traditionnelles. Puis l'autre partie, la dominante, a été écrite par des personnes proches de Donald Trump, voire par Trump lui-même, à travers ses rédacteurs de discours. Et cela était totalement différent. C'est exactement ce que nous lisons aujourd'hui. Comme il y avait deux auteurs en 2017, la NSS comptait 68 pages. Puisqu'il n'y a qu'un seul groupe d'auteurs aujourd'hui, elle en compte 33. Tout l'excédent a été éliminé. La contradiction entre la politique étrangère américaine traditionnelle fondée sur les valeurs, c'est-à-dire la politique idéaliste, et la politique étrangère guidée par l'intérêt national que nous appelons la realpolitik. À l'époque comme aujourd'hui, le document prenait soin d'éviter toute identification à une idéologie. Cela est souligné très précisément pour ceux qui examinent réellement les textes, ce que, malheureusement, la plupart des commentateurs ne font pas. Et lorsque l'on regarde le texte, on y trouve des termes extrêmement importants. On remarque, dès le début, que Trump affirme que la politique étrangère doit être pragmatique, mais non pragmatiste. Réaliste, mais non réaliste, au sens doctrinal. Eh bien, mettons cela en termes simples. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas remplacer une idéologie par une autre. Mais c'est pourtant ce qu'il fait, bien sûr. Le principe fondamental de la NSS, qui ne présente aucune contradiction interne dans sa dernière version, est l'irréalisme. Et d'où cela vient-il? Là encore, personne n'en parle et je ne sais pas pourquoi. Comment peut-on faire un commentaire sérieux sans examiner d'où viennent les idées? Elles viennent d'Henry Kissinger. En 2016 et 2017, pendant l'élection présidentielle, Kissinger a été sollicité à plusieurs reprises pour donner des conseils à Donald Trump. Je ne sais pas pour l'instant quel type de contact ils avaient avant la campagne. Je pense qu'il y en a eu quelques-unes. Après tout, ils étaient tous deux basés à New York. Mais en 2017, après avoir accédé à la présidence, Trump a invité Kissinger à plusieurs reprises. Cela s'est terminé, je crois, après le premier trimestre de 2017, lorsque toute la politique étrangère de Trump a dérayé. Elle a dérayé à la suite de la démission forcée du général Flynn, qui avait été le conseiller à la sécurité nationale de Trump pendant la campagne électorale et qui avait ensuite été officiellement nommé à ce poste après son entrée en fonction. C'était une nomination désastreuse car Flynn était un individu fortement compromis et Trump aurait dû le comprendre. Ses valeurs éthiques étaient nulles.
Et je sais que, ayant assisté au 10e anniversaire de RT en décembre 2016, où Flynn était l'invité d'honneur et a reçu des honoraires de conférencier de $150 000 de la part de RT, enfin, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le fait est qu'après le premier trimestre de 2017, Trump n'avait plus le contrôle de sa politique étrangère. Il avait nommé des néoconservateurs tout autour de lui afin d'obtenir leur confirmation par le Sénat sans affrontement. La personne la plus problématique était son secrétaire d'État, Rex Tillerson, qui, une fois en poste, ne manquait jamais une occasion de poignarder Trump dans le dos sans s'impliquer personnellement. Quoi qu'il en soit, la politique étrangère de Trump a été ruinée dès le premier trimestre. Néanmoins, il n'a pas abandonné, et les principes qu'il voulait appliquer à la politique étrangère américaine ont été exposés dans la NSS de décembre 2017. Ces principes étaient, comme je l'ai dit, le pragmatisme, et il y affirmait que l'intérêt résidait dans les conséquences. Quel est le résultat et non quel est le bon principe? Et c'est cette force motrice dominante que nous voyons à l'œuvre dans la NSS, publiée il y a moins d'une semaine. Ce sont les principes d'Henry Kissinger, tels qu'ils ont été tempérés par ses affrontements avec la politique étrangère fondée sur les valeurs dominantes, qui a tout balayé après 1991. Kissinger, en 1994, avait rédigé sa feuille de route pour ce que devrait être l'avenir. Lui, Brzezinski, Sam Huntington et Fukuyama étaient les principales figures dont les ouvrages ont tracé la feuille de route de ce que devrait être le monde d'après la guerre froide. La contribution de Kissinger fut Diplomacy, 1984, qui exprimait sa conviction profonde dans les principes de l'équilibre des puissances, d'une politique étrangère mesurée, de l'abandon de l'hégémonisme et de l'évitement des guerres de choix. Tout cela était exposé en référence à l'histoire, une histoire de la diplomatie remontant au XVIIe et XVIIIe siècle, où ces principes furent d'abord élaborés, et plus loin encore à la paix de Westphalie de 1748, qui établit la question clé de toute école du réalisme. Or, comme je l'ai dit, il fut malmené, il fut rejeté. Les principes qu'il avait énoncés furent dénoncés, par exemple par Hillary Clinton, comme dépassés. Les démocrates, suivant l'idée de Smart Power de Joseph Nye, considéraient cela comme le guide approprié de la politique étrangère américaine et ne voulaient rien entendre au sujet de l'équilibre des puissances ou d'une politique fondée sur les intérêts. Bien que la réflexion axée sur les intérêts ait toujours été un facteur central de la politique étrangère américaine, elle était recouverte d'une très épaisse couche d'idéologie fondée sur les valeurs. Kissinger adapta ses déclarations. Il rendit hommage aux préjugés dominants de la communauté de la politique étrangère américaine. Et dans son livre World Order, publié en 2015, il accorda un rôle aux valeurs, c'est-à-dire que le réalisme et l'intérêt national devaient être poursuivis, mais toujours en gardant à l'esprit les valeurs nationales. C'est ce style à la Kissinger, quelque peu contrite, mais sachant toujours ce qu'il voulait, à savoir l'intérêt national, que M. Trump a repris et porté, même après avoir été malmené par les campagnes Russie menées contre lui cette année-là. Il l'a intégré dans sa stratégie de sécurité nationale en décembre 2017. Je dis donc qu'il n'y a rien de nouveau ici, et je suis stupéfait que tant de commentateurs ignorent ce fait. Le point essentiel du réalisme, c'est qu'il ne conduit pas à la guerre. Le réalisme implique de faire des compromis, et le compromis suppose de recourir à la diplomatie. Une politique étrangère fondée sur les valeurs repose sur des valeurs universelles, qui par définition ne peuvent ni ne doivent être compromises. Et si l'on ne cherche pas de compromis, alors il n'y a ni rôle ni place pour la diplomatie dans la politique étrangère. Et c'est là où nous en sommes depuis 20 ans.
Ce n'est pas simplement un fait arbitraire que Biden n'ait pas eu recours à la diplomatie. Non, cela découle de la logique même qui sous-tend les principes de la politique étrangère idéaliste. C'en est simplement une autre appellation. On la désigne par plusieurs termes. Politique étrangère idéaliste, politique étrangère wilsonienne. Tout cela signifie la même chose. C'est une approche fondée sur les valeurs, par opposition à une approche fondée sur les intérêts. J'ai donc lu cet NSS avec une grande attention, et il s'y cache des éléments remarquables si l'on prend la peine d'y regarder de près. Pour donner un exemple, sans vouloir nous détourner des grandes questions, on voit que Trump mentionne ces 3 pages consacrées à l'Europe. Et bien sûr, cela a attiré beaucoup d'attention. Oh, seulement 3 pages pour l'Europe, seulement 3 pages pour chaque autre grande région du monde. Il est donc plutôt absurde de dire que cela serait en quelque sorte discriminatoire envers l'Europe. Mais dans les pages consacrées à l'Europe, qui sont très négatives bien sûr, c'est vrai, on trouve au milieu qu'il dit, vous savez, que les Allemands se sont désindustrialisés et que leurs entreprises partent en Chine, qu'elles y vont pour profiter du gaz russe, bon marché. Maintenant, lisons entre les lignes. Ce qu'il dit également dans ses déclarations dans la même section, c'est que l'Europe devrait trouver une relation stable avec la Russie et que cela serait bénéfique pour son économie. Eh bien, suivons le fil. Ce qu'il dit, sans attirer l'attention de Lindsey Graham et de tous les autres qui le critiqueraient pour cela, c'est que les Européens devraient recommencer à importer du gaz russe par gazoduc. Il y a donc des éléments là-dedans qui méritent d'être mis en lumière, mais personne ne le fait. Je trouve intéressant que vous mentionniez Kissinger, car lors de la première administration Trump, quand il voulait s'entendre avec la Russie, il y avait cette phrase qui revenait sans cesse le hanter. Le simple fait qu'il veuille s'entendre avec la Russie était perçu comme suspect. Et encore une fois, la théorie du complot liée à Russiagate affirmait qu'il était payé par les Russes. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont négligé le fait qu'il avait eu toutes ces réunions avec Kissinger, qui soulignait que ce n'est pas ainsi que la diplomatie entre grandes puissances devrait fonctionner. Il soutenait qu'en substance, il fallait rapprocher les Russes au moins un peu de notre camp. Sinon, nous risquions de les pousser trop loin du côté des Chinois. Et je peux aussi imaginer Kissinger se montrer un peu prudent à propos du principe même de la paix hégémonique ou de l'hégémon libéral, étant donné que cela devient intrinsèquement très idéologique. Et puis, il ne reste plus beaucoup de place pour la diplomatie. Si votre stratégie repose uniquement sur la domination mondiale, quel rôle reste-t-il à la diplomatie pour gérer la concurrence sécuritaire avec vos rivaux? Il n'y en a pratiquement pas dès le départ. Il ne faut pas être trop surpris par la manière dont les Européens ont été mentionnés. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord. Je pense que Trump a évidemment perçu le fait que, quoi que décident les autorités allemandes, il est intéressant de constater que les entreprises allemandes suivent l'énergie russe. Donc si l'Allemagne n'en veut pas, elle envoie le même gaz russe à la Chine. Alors bien sûr, les entreprises allemandes iront là où se trouve ce gaz russe. Mais la façon dont on décrit l'Europe donne l'impression d'un découplage important, n'est-ce pas? En ce qui concerne leur vision de l'OTAN, la fin de l'expansionnisme de l'OTAN, qui a été le cadre institutionnel central du partenariat transatlantique, et la vision très pessimiste de l'avenir de la civilisation européenne. En somme, cela ne vaut pas la peine de miser dessus. Et puis, de nombreux dirigeants européens ont réagi aux efforts de Trump pour sauver l'Europe, c'est-à-dire pour encourager la résistance. Je crois que c'est ce que disait le document. Eh bien, je suis très heureux d'aborder ce sujet car je pense qu'il est d'une importance capitale. Mais avant cela, j'aimerais prendre un peu de recul. Ne nous méprenons pas sur Kissinger.
Kissinger s'était attiré un grand nombre d'ennemis. Les atrocités qu'il a commises pendant la guerre du Vietnam, l'extension du conflit à d'autres nations d'Asie du Sud-Est, la dévastation qui s'est produite sous sa direction, lui ont valu d'être dénoncé comme criminel de guerre, une réputation dont il ne s'est jamais défait. Certains ont dit que Kissinger, dans la seconde moitié de sa vie, cherchait à se racheter des crimes qu'il avait commis dans la première moitié. Ce n'est pas tout à fait exact. Et cela nous ramène à ce dont nous parlions il y a un instant, le type de sage conseil que Kissinger aurait pu donner face au spectre des Russes. Kissinger n'était pas quelqu'un qui aimait la Russie. Étrangement, il adorait la Chine. La cuisine chinoise, je ne sais pas, les femmes chinoises, je ne sais pas ce que c'était. Mais Kissinger a beaucoup lu sur la Chine. Il a écrit un livre sur la Chine. Il n'a écrit aucun livre sur la Russie. Il n'avait pas d'affection particulière pour la Russie, bien qu'il aurait dû en apprendre quelque chose, car, après tout, c'étaient les figures dominantes sous Alexandre Niais pendant la période où il a rédigé sa thèse, c'est-à-dire le Congrès de Vienne, l'ordre qui a établi la Sainte Alliance. Mais il n'a jamais vraiment aimé la Russie. Et surtout, ne parlons pas des petites choses, parlons des grandes. En 1994, Kissinger faisait front commun avec Brzezinski lors de son témoignage devant le Congrès, exhortant à ne pas intégrer la Russie à l'OTAN. Tous deux chantaient la même chanson. Il était anti-russe et il n'était même pas favorable à l'association édulcorée avec la Russie que Clinton finit par approuver, ces réunions régulières entre la Russie et l'OTAN. Il s'y opposait. Il a donc adopté diverses positions, dont beaucoup très peu constructives à l'égard de la Russie, même dans les années 1990. Mais ensuite, au début du XXe siècle, après 2008, lorsque Bush s'est approché d'une guerre avec la Russie, en envisageant ou en tentant une intervention dans la guerre entre la Russie et la Géorgie, en envoyant des navires de guerre dans la mer Noire, Kissinger faisait partie des principales personnalités d'un groupe de sages qui cherchait à conseiller l'administration Bush sur la manière de rétablir des communications et des relations civilisées avec la Russie. Il a donc oscillé entre différentes positions, mais les idées qu'il a défendues, c'est en fait la politique étrangère fondée sur les intérêts, qui bien sûr a été durable dès le début de sa carrière, et l'équilibre des puissances, qui, bien entendu, est issu des guerres de 1812 et a été ravivé comme principe dominant de la diplomatie européenne, l'ont accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, pour en venir à... J'aimerais simplement... Je sais que ce n'est pas tout à fait approprié, mais je vais le faire quand même. J'aimerais, puisque vous avez eu la gentillesse de mentionner mon livre War Diaries, aborder cette perspective belge sur les affaires internationales, car c'est de là que vient ce que je viens de dire à propos de la NSS de 2017. C'est un livre qui commence tout juste à susciter un peu d'intérêt. Je viens de vendre le premier exemplaire en version numérique au Japon, ce qui, vous savez, après 7 ans, n'est pas trop tôt. Malheureusement, les gens confondent perspective belge avec l'idée que cela parle de la petite Belgique, qui se soucie de la petite Belgique. Pourtant, à en juger par ce dont nous allons parler dans un instant, ils devraient s'en soucier, puisque la Belgique pourrait faire davantage pour mettre fin à la guerre en Ukraine que tout ce qu'Orban a fait ou que Trump essaie de faire. C'est une question distincte que j'espère que nous aborderons. Et sur la question de Trump, pour que personne ne pense que je suis un partisan convaincu de Trump, quoi qu'il arrive, lisez le premier chapitre de ce livre où j'explique pourquoi nous devrions destituer Trump. Cela a été écrit en septembre 2017, après son début désastreux à l'Assemblée générale des Nations unies, lorsqu'il a appelé à la destruction totale de la Corée du Nord, un pays de 22 millions d'habitants.
J'ai alors décidé qu'il était temps qu'il parte. Je me fie donc à ce que j'ai sous les yeux, non pas à ce que j'aimerais voir, mais à ce que je vois réellement. Et aujourd'hui, je considère Trump comme très constructif, et les idées qu'il avance de cette manière sont très importantes. Mais pour en venir à ce que vous venez de demander comme question d'introduction, qu'en est-il des relations avec l'Europe? J'aimerais aborder un point que vous avez très justement soulevé dans certaines de vos discussions. Je ne me souviens plus avec qui, je ne pense pas que c'était avec moi, mais vous l'avez certainement évoqué au cours des derniers mois. À savoir, gesticuler. Pourquoi l'Europe ne pourrait-elle pas se renverser elle-même? Pourquoi ne pourrait-elle pas changer de politique? Et comme je le dis, je crois que M. Trump et ses conseillers comprennent cela. Ils parlent d'intervenir, de s'ingérer dans les affaires européennes, parce que l'Europe ne peut pas se transformer sans une révolution dans les rues. Et cela revêt une grande importance. Je ne me souviens pas exactement de ce que vous défendiez, ni de la raison pour laquelle vous expliquiez que cela ne peut pas se renverser. Mais j'ai quelques idées que je voudrais soumettre ici. Cela ne peut pas se renverser, d'abord parce que les 27 États membres européens n'ont pas de souveraineté. Dans le même livre, cette perspective belge, je mentionne en passant des remarques tirées d'un ouvrage publié à peu près à la même époque par Mark Eyskens, E-I-S-K-E-N-S, pour ceux qui ne connaissent pas la prononciation belge. Il a été Premier ministre de la Belgique et il a écrit des mémoires. Vers la fin de sa vie, il m'est arrivé d'en prendre un en main. Et il disait que, vous savez, les États membres européens ont perdu leur souveraineté et qu'aujourd'hui leur gouvernement ne compte guère plus qu'un gouvernement municipal. Il a dit cela en 2017 et c'est certainement encore vrai aujourd'hui. Les 27 premiers ministres ne sont personne, non seulement en principe mais aussi en réalité. Ce sont, comme l'a dit Poutine, des gens accidentels. C'est la raison principale. Ainsi, tout le pouvoir est entre les mains de la Commission européenne, ce qui semble démocratique. Après tout, la Commission européenne est investie par le Parlement européen, et le Parlement européen est élu par le peuple. C'est donc une représentation indirecte. Mais en fin de compte, on pourrait dire que c'est démocratique, parce que, dans cette représentation indirecte, la voix du peuple trouve son expression dans la personne qui accède au pouvoir au sein de la Commission. Faux. C'est en réalité un instrument d'influence pour l'Allemagne. L'Allemagne dirige l'Europe. À l'époque d'Angela Merkel, je l'ai déjà souligné, tous les hauts responsables de l'UE et Better étaient nommés par l'Allemagne. Voilà le premier point. Maintenant, comment cela se produit-il? Parce que la Commission est élue par le Parlement européen, lequel est dominé par le Parti populaire européen, lui-même dominé par le Parti chrétien-démocrate en Allemagne. Donc, l'Allemagne exerce ici une influence énorme. Ils sont quoi? 45 millions. J'oublie quelle est la population exacte. Et la population de l'Europe, c'est quoi? 350 ou 400 millions, voire plus. Donc ils obtiennent environ 5 fois plus d'influence que leur poids démographique pour contrôler l'ensemble de l'Europe, en décidant essentiellement qui sera le président de la Commission, et c'est lui qui choisit ses collègues commissaires. Parce que tout cela se décide dans des négociations en coulisses sur la répartition des ministères entre les partis. C'est ainsi que l'Europe est gouvernée. Et c'est le deuxième point. Et après cela, j'arrêterai ce soliloque. Le deuxième point, c'est que tout le système électoral européen est erroné. À de très rares exceptions près, la France en fait partie, les pays européens sont dirigés par des gouvernements de coalition. Et l'une des raisons à cela est le traitement préférentiel accordé aux minorités. Je ne parle pas de minorités raciales ou ethniques, mais de minorités politiques ou thématiques, des partis à enjeu unique, au détriment de la volonté de la majorité de la population.
C'est la représentation proportionnelle, merveilleusement progressiste en théorie, sauf qu'elle aboutit à la dictature que nous observons aujourd'hui dans les institutions européennes, ainsi qu'à un désintérêt total du grand public pour le vote. Pourquoi? Parce que votre vote ne compte pour rien. Peu importe pour qui vous votez, la composition réelle du gouvernement est décidée à huis clos, entre les gagnants fractionnés des sièges au Parlement. Et à cause de cela, les mêmes personnes restent au pouvoir pendant des décennies, simplement à différents postes ministériels. Le ministre de la Justice pendant 5 ans sous von der Leyen était un Belge du parti MR, un parti libéral francophone basé à Bruxelles, Didier Reynders, qui risque désormais une longue peine de prison lorsque son procès pour blanchiment d'argent aura enfin lieu. Enfin, l'accusation porte sur le blanchiment d'argent. Il ne se donne même pas la peine de chercher d'où provenait l'argent qu'il blanchissait, qui bien sûr venait de pots de vin. Et il a été pendant 5 ans ministre de la Justice, le ministre de la Justice de l'Union européenne. Avant cela, pendant environ 10 ou 15 ans, sous divers gouvernements de coalition, il a été ministre des Finances. Donc c'est quelqu'un qui sait vraiment comment se pratique le blanchiment d'argent de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, mon point est que ces nominations se font par un partage de concessions entre des partis qui détiennent des parts marginales des députés, des sièges au Parlement, en raison de la représentation proportionnelle. Le système opposé à celui-là, le système contraire, est celui que nous avons aux États-Unis et aussi au Royaume-Uni, à savoir le scrutin majoritaire à un tour. On peut n'avoir que 25% de soutien électoral, comme Margaret Thatcher, et tout de même former un gouvernement qui appartient uniquement à son parti. C'est bien, c'est mal, mais cela ne vous met pas dans le pétrin où se trouve l'Europe aujourd'hui, où les mêmes personnes occupent des postes dans des gouvernements de coalition qui n'ont qu'un seul intérêt, conserver le pouvoir. L'écart entre leurs programmes officiels de parti ne signifie rien. Qu'ils soient compétents ou non pour être ministre des Finances, de la Justice ou des Transports n'a aucune importance. Quelqu'un doit obtenir ce poste et vous l'attribuez à l'un de vos partis de coalition. C'est donc précisément pour cette raison que l'Europe ne peut pas, à elle seule, se sortir du terrible désordre que nous connaissons et qui est dénoncé dans la NSS de M. Trump. Eh bien, voici ce que je pense de l'Union européenne. Le principal défi, à mon avis, c'est de parvenir à faire en sorte que 27 États membres adoptent essentiellement la même politique étrangère, la même politique économique. C'est très difficile à réaliser. Comment faire en sorte que 27 pays n'agissent pas nécessairement selon leur propre intérêt national, qui divergent de plus en plus, mais qu'ils suivent plutôt une politique commune? À un certain niveau, il faut forcément renoncer à une part de souveraineté, même quand ce n'est pas nécessaire. C'est cette obsession fédéraliste qu'ils ont dans le monde de l'UMM, cette idée que la forme doit dicter la fonction. Centralisons simplement le pouvoir à Bruxelles et cela donnera d'une manière ou d'une autre des États-Unis d'Europe prospères. Mais non. Je pense que cela rend aussi les Européens beaucoup plus idéologiques et vulnérables à ces récits où tout est toujours noir ou blanc, parce qu'il faut sans cesse tendre ces pièges rhétoriques et, en somme, soutenir que pour toute question, il n'existe qu'une seule bonne réponse et que l'autre est simplement immorale et mauvaise. Et c'est ainsi qu'on crée essentiellement le consensus, qu'il s'agisse d'élargir l'Union européenne, de développer une monnaie commune, de politique étrangère, peu importe. Il faut toujours que ce soit noir ou blanc, le bien contre le mal. Sinon, on ne peut pas vraiment faire honte aux pays pour les amener au consensus. Je veux dire, regardez Orban, il pense que la diplomatie avec la Russie est une bonne idée. On en a fait un méchant maintenant, le meilleur ami de Poutine en Europe, cherchant à saper le continent.
C'est ce qu'ils font chaque fois qu'il y a une dissidence. I mean, this is what they do whenever there's dissent. But they kind of have to do this, I think, because that's. Mais ils sont en quelque sorte obligés de faire cela, je pense, parce que c'est ce qui arrive quand on a 27 pays qui doivent d'une manière ou d'une autre parvenir à une politique commune. Cela semblait gérable dans une certaine mesure, mais l'échec de la numérisation, ainsi que le fait de nous couper complètement des ressources énergétiques russes et du marché russe, a rendu la situation bien pire dans ce conflit. Car si lui-même n'est pas capable d'apporter des avantages économiques, quelque chose de géoéconomique, de matériel, à ses États membres, qu'est-ce qui va la maintenir unie alors? Et je pense que c'est pour cela que nous sommes devenus si dépendants de cette soi-disant géopolitique, de l'idée de l'ennemi commun, où notre unité est entretenue par la peur de la Russie. Cela semble être le modèle que nous avons maintenant, et ce n'est pas un bon projet économique. Oui, j'ai tendance à être très critique à cause de cela. Je vois l'UMM comme ayant une énorme vulnérabilité face à l'idéologie. C'est pourquoi elle est si intrinsèquement russophobe et ignore des intérêts économiques et nationaux essentiels. Elle est aussi incapable de revenir sur quoi que ce soit, car nous finissons toujours par atteindre ce consensus où, encore une fois, un camp a raison et l'autre a tort. Alors comment changer de cap? C'est très difficile. Donc non, je suis très pessimiste. Mais, bien sûr, le fait que les États-Unis entretiennent une forme de résistance pose aussi certains problèmes. Cela dit, je voulais tout de même avoir ton avis sur les autres aspects de la question, la manière dont l'Europe est représentée, car cela inclut aussi tous ces autres éléments de déclin civilisationnel. Les Européens deviennent autoritaires. Ils marginalisent l'opposition politique, les médias et bien sûr font face à un déclin démographique et à une immigration de masse. J'ai trouvé intéressant que, de tous les moments possibles, ce soit précisément maintenant qu'ils aient décidé d'infliger une amende à Elon Musk, qui devient alors, en quelque sorte, l'exemple type de toute la stratégie de sécurité nationale. Regardez ce qu'ils font. Franchement, il y a là un développement affreusement amateur. Je ne comprends pas comment cela semble être le pire moment possible pour faire une telle chose. Mais je suppose que le dernier point concerne aussi l'OTAN. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que si l'UE est, semble-t-il, voué à s'affaiblir, alors l'OTAN reste le dernier pilier du système de sécurité européen. Mais l'OTAN aussi, la stratégie de sécurité était assez explicite. Il n'y aura plus d'obsession pour l'expansion de l'OTAN. Eh bien, je suis content que vous ayez mentionné Elon Musk personnellement, car il fait maintenant face à cette amende de 100 millions, peu importe le montant exact, qu'ils veulent lui infliger pour avoir prétendument diffusé de fausses nouvelles ou des informations inexactes. Il a déclaré que l'Union européenne devrait être dissoute, et je suis d'accord avec lui. Cela touche directement aux questions que vous souleviez sur la mission géopolitique de l'Europe. C'est cela qui détruit l'Europe. L'Europe se portait très bien avant 1992, et certainement avant d'imposer, malgré l'opposition, la constitution révisée de ce millénaire. Elle fonctionnait bien en tant que communauté économique européenne lorsque l'objectif était la prospérité partagée et la suppression des barrières internes, commerciales et non commerciales, qui freinaient la construction d'un marché de 400 millions de personnes, l'un des plus grands au monde, attractif pour les investissements et une force motrice mondiale sur le plan du soft power. Au lieu de cela, elle a décidé de se diriger vers une présence de puissance dure dans le monde, devenir une puissance géopolitique, ce qui, comme nous le voyons aujourd'hui, a eu des résultats désastreux. Elle ne devrait pas l'être, pour toutes les raisons que nous connaissons. Elle n'a pas d'armée commune, et elle ne devrait pas en avoir,
car cela reviendrait en fait à une armée dominée par l'Allemagne. Et il faut se demander, après tout, quelles ont été les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Elles auraient été effacées, et l'Allemagne se retrouverait dans une position qui aurait rendu Adolf Hitler très heureux. L'Europe s'engage donc complètement dans la mauvaise direction en cherchant à devenir une puissance géopolitique, ce qu'Ursula von der Leyen a fait de sa mission principale dans ses fonctions. Maintenant, je perds, juste un instant, la question que vous souleviez. Pourriez-vous me la répéter, s'il vous plaît? Oui, le rôle de l'OTAN, si l'OTAN est également réduite, eh bien sa signification change, car tout l'enjeu après la guerre froide était de la préserver. Nous avons perdu la fonction que l'OTAN était censée remplir. Mais pour en préserver la forme, une Europe centrée sur l'OTAN, nous avons dû la relancer, lui trouver une nouvelle fonction. Et nous avons essentiellement abouti à l'expansion de l'OTAN et à des missions hors zone. Maintenant, si l'expansion est écartée et que les États-Unis n'ont plus autant d'intérêt pour l'Europe ou pour l'OTAN, qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe? Car il semble que cette nouvelle stratégie de sécurité aura un impact considérable sur le continent. Eh bien, je pense que toutes ces choses vont être résolues très rapidement. Tu es pessimiste en ce moment. Nous avons tous les deux des sautes d'humeur, du pessimisme à l'optimisme. Je suis particulièrement optimiste en ce moment parce que je m'attends à ce que le moment de vérité arrive. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tu as mentionné Orban en passant, et Orban est un grand héros pour toute la communauté qui s'oppose à la gouvernance hégémonique américano-occidentale du monde. Et cela arrive à un point de crise. La crise aura lieu le 18 ou le 19 décembre. Ils ont eu une réunion à Londres hier. Monsieur Zelensky en est sorti après avoir été bien conseillé et encouragé par les trois principales personnalités de la coalition des volontaires, ce qu'il en reste, Starmer, Merz et Macron. Et on l'encourage à dire qu'il rejette toute concession territoriale à la Russie, et ainsi de suite, ce qui signifie que nous voulons continuer à nous battre indéfiniment. Il refuse de reconnaître qu'il a perdu la guerre, ce qui constitue le principe fondamental qui motive aujourd'hui les recommandations de Trump, la réalité qu'ils ont perdu la guerre. Dans ces circonstances, qui va payer pour la guerre de M. Zelensky, en matériel et en aide financière pour maintenir son gouvernement à flot? Le dernier calcul indique qu'en février, le pays sera en faillite. Et s'il est en faillite et incapable de lever des fonds ou d'obtenir des prêts d'aucune sorte, alors ce sera la fin de la guerre. Maintenant, qu'est-ce qui nous sépare de ces 18 et 19 décembre? Et quel pays est responsable de présenter ce choix de tout ou rien, noir ou blanc? L'Union européenne continue de suivre joyeusement son chemin, ou bien l'Union européenne explose. Qui est à l'origine de cette confrontation? Le Premier ministre de Belgique, pas M. Orban. Vous avez mentionné Orban. Orban est apprécié, comme je l'ai dit, par tous ceux qui s'opposent à l'hégémonie américaine, pour avoir tenu tête à l'Union européenne et dit les choses telles qu'elles sont, se rendant 2 fois à Moscou sans demander la permission de M. Merz ou de quiconque dans l'Union européenne. Mais chaque fois que le renouvellement des sanctions a été soumis au vote, M. Orban a voté oui. Où est donc son courage? Pourquoi n'a-t-il pas dit non? Et tout se serait effondré. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas osé le faire. Je devrais donc désigner quelqu'un d'autre qui ose le faire. Et c'est la personne la plus inattendue. Le Premier ministre de Belgique. La petite Belgique, 12 millions d'habitants. Eh bien, la Hongrie est encore plus petite. Mais la question n'est pas la taille du pays, c'est celle de la personne. Et cette personne est un Flamand obstiné. Comme je l'ai récemment écrit, Madame von der Leyen, Frau von der Leyen ou la Führer en chef von der Leyen,
ne comprend pas, même si elle est née en Belgique, bien sûr dans la partie francophone, à Ixelles, à Bruxelles. Mais de toute évidence, elle n'a pas passé beaucoup de temps à observer les Flamands, car bon sang, ce sont des gens têtus quand ils le veulent. Les Italiens ont un mot pour cela, c'est quand les Flamands s'échauffent. Ce n'est pas simplement arbitraire. La personnalité de M. De Wever, il fait ce qu'il doit faire, ce que feraient les personnes qui l'ont élu, c'est-à-dire défendre la prospérité du pays qu'il gouverne. Et si ce prêt, soi-disant prêt, qui est en réalité une confiscation des avoirs de l'État russe chez Euroclear, se concrétise, alors la Belgique sera exposée à une responsabilité équivalente à un tiers de son PIB annuel. Et M. De Wever, qui s'est montré conciliant lors des précédentes vagues de sanctions contre la Russie, est même allé jusqu'à sacrifier l'industrie diamantaire d'Anvers, qui constitue sa base de pouvoir, et a ruiné l'industrie du diamant en Belgique en acceptant la sanction européenne sur l'importation de diamants russes. Il a accepté cela, mais il n'accepte pas ceci, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de quelques milliers d'experts en diamants, de grossistes et de détaillants. C'est une question de tout le pays qui risque de sombrer si la proposition de von der Leyen tourne mal. Elle et Merz ont rendu visite à De Wever vendredi dernier. Ils ont dîné là-bas, je suis sûr qu'ils sont tous repartis avec une indigestion, parce que la réunion n'a abouti à rien. Elle s'est terminée par la déclaration qu'ils continueraient à discuter jusqu'au 18 mars. Maintenant, pourquoi est-ce important? M. De Wever est très probablement sur le point de dire non le 18 mars. Et ce qui se passera ensuite, ce qui se produira probablement les 18 et 19, ébranlera l'Union européenne jusque dans ses fondements, et pourrait peut-être, cela ne dit pas que cela arrivera, mais pourrait faire tomber von der Leyen et ses institutions européennes corrompues. Pourquoi? Von der Leyen est désespérée. Tout son capital politique est investi dans la survie de l'Ukraine et dans la poursuite de la guerre en Ukraine, jusqu'à ce que l'Europe se juge prête pour une guerre conventionnelle contre la Russie, ce qui n'arrivera que dans 2, 3 ou 4 ans. Si l'Ukraine s'effondre maintenant, si elle fait faillite et doit capituler face à la Russie, sa carrière politique est terminée et tout son entourage est fini. Tout cela, le groupe des volontaires, eh bien, leurs carrières sont compromises, sinon terminées. Alors, que va-t-elle faire, puisque c'est la dernière possibilité de sauver l'Ukraine? Parce que les discours ne suffiront pas. Les félicitations adressées aux organisateurs d'événements ne suffiront pas non plus. Ils ont besoin d'argent et d'armes, et les armes s'achètent avec de l'argent. Et les 200 milliards de dollars d'avoirs russes gelés sont terriblement tentants. Elle déclarera, cela a déjà été annoncé, que le vote se fera à la majorité qualifiée, et non à l'unanimité. M. Merz a déjà déclaré publiquement qu'il se tiendrait prêt à garantir 45 milliards d'euros des fonds prêtés à l'Ukraine avec des fonds allemands. Quelques autres pays contribueront probablement aussi. Et ainsi, von der Leyen dira qu'elle dispose d'une majorité qualifiée au sein de l'UMOPELM, et donc que la mesure est adoptée, et elle s'adressera alors à Euroclear pour débloquer l'argent. Cet acte déclenchera une action en justice contre elle au sein de l'UMMR, car tous les juristes n'y sont pas d'accord avec elle sur la constitutionnalité de cette mesure. Et elle fera face à une opposition farouche, non seulement de la part de Weber, mais aussi du PDG d'Euroclear. Au cours des derniers jours, elle, c'est Orban qui parle, a fait des déclarations très claires selon lesquelles Euroclear s'y oppose. Car cela compromet leur position déclarée de neutralité en les impliquant dans un acte à motivation politique. Euroclear ne signifie pas grand-chose pour la plupart des gens, alors laissez-moi expliquer. Euroclear détient environ 42 000 milliards de dollars d'actifs mondiaux.
C'est un dépôt pour le monde entier. Elle appartient non seulement à des entités belges, mais aussi au Fonds souverain de Singapour, à la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'aux de nombreux petits actionnaires qui n'ont pas encore exprimé leur position à ce sujet. Mais elle a déclaré sa position et elle va porter l'affaire devant les tribunaux contre la décision de l'UMML. Il n'y aura pas d'argent. Aucune banque censée n'accorderait un seul centime à l'Ukraine sur la base de garanties détenues par une entité qui conteste la confiscation de ses actifs. C'est mort-né. Eh bien, nous verrons quel genre de séisme se produira ici en Belgique les 18 et 19. Je pense que cela pourrait ébranler les institutions européennes jusque dans leurs fondations. Et si quelque chose met fin à la guerre, ce sera ce qui se passera ici les 18 et 19 décembre. Pas la conquête russe de Bakhmout, ni les efforts de médiation de M. Donald Trump. Tout se jouera autour d'un certain M. Bart de Wever, un politicien belge provincial connu comme un nationaliste du portefeuille. C'est-à-dire qu'il s'intéresse au bien-être de sa circonscription et non à leur appartenance ethnique en tant que telle. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est quand même assez fou que Euroclear, qui reconnaît plus ou moins que c'est illégal, veuille malgré tout aller de l'avant sous le prétexte qu'ils peuvent le vendre dans le cadre d'un certain dispositif juridique. Laisse-moi poser une dernière question. Comment vois-tu la réaction des Russes face à cette proposition? Enfin, pardon, pas la proposition, mais leur réaction à la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, car c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu depuis la fin de la guerre froide. Et je pense que pour beaucoup de Russes, ils se demandent si, quand il dit vouloir améliorer les relations avec la Russie et changer le cap de l'Amérique, il est sincère, ou s'il n'est qu'un autre costume cravate qui arrive en disant les mêmes choses, mais finit par poursuivre le statu quo. Je ne suis pas d'accord. Ils l'ont déjà vu. Ils l'ont vu en 2017, mais ils ne voulaient pas le voir. J'ai regardé ce que les Russes disaient à propos de la NSS et de Donald Trump en 2017. Ils n'ont pas aimé. Je veux dire, ils ont fait très peu de commentaires à ce sujet, mais ils ont dit non, cela ne fonctionne pas. Ce que nous voyons ici, c'est une négociation à partir d'une position de force. C'était là, c'était dans le document. Bien sûr, cela venait du côté du Conseil de sécurité nationale, pas nécessairement du côté de Trump. C'était là. Et les Russes ont dit, eh bien, cela mène à la confrontation, donc nous n'aimons pas ça. Gardez simplement à l'esprit que les Russes avaient un grand respect pour Henry Kissinger et que la négociation à partir d'une position de force était l'un des fondements de la politique étrangère de Henry Kissinger. Il est donc curieux qu'ils continuent à lui témoigner tout le respect qui lui est dû, tout en martelant à quel point c'est une idée déplorable. Alors, que disent-ils? Ils font semblant de n'avoir jamais rien vu de tel auparavant, ce qui, comme je l'ai dit, est faux, car les principes fondamentaux de Trump étaient déjà présents en 2017. Ce qu'ils font maintenant, c'est du tri sélectif. Ils prennent ce qui leur plaît. Et ils ont des raisons d'aimer cela, car, après tout, enfin, encore une fois, le document de 2017 ne désignait pas la Russie comme un adversaire. Il parlait de rivaux et de concurrents. C'est exactement ce qui se passe dans la NSS de 2025. Il n'y a pas d'ennemis, pas de personnalité autoritaire nommée. C'est mentionné seulement en passant, sans l'associer à qui que ce soit. Il n'y a pas de malfaiteurs, pas d'axe du mal. À cet égard, ce qu'il devrait vraiment apprécier, c'est que M. Trump dit tout ce qu'un réaliste dirait. Pas d'intervention dans les affaires intérieures d'autres pays. C'est le principe fondamental de la paix de Westphalie et une question centrale dans l'école réaliste des relations internationales. C'est dans cette stratégie de sécurité nationale publiée il y a une semaine,
Ce que font les Russes, c'est du tri sélectif. Ils sont simplement très contents de ne pas être mentionnés comme ennemis et que M. Trump s'exprime en faveur de leur intégration ou réintégration dans la communauté économique occidentale et de relations normales à la fois avec les États-Unis et l'Europe. Cela, il l'apprécie beaucoup. C'est intéressant. Eh bien, je trouve le concept de multipolarité intéressant dans ce contexte. Mais ce qui ressort vraiment, c'est cette question d'idéologie, car c'est précisément ce qui est important pour les Européens, mais détesté par les Russes. Lorsque les Européens entendent le mot « valeur », ils y voient le fondement d'un partenariat durable entre les États-Unis et l'Europe. C'est quelque chose qui est censé transcender les intérêts nationaux. Mais ce qui est d'autant plus important aujourd'hui que nous vivons dans un monde multipolaire où les intérêts nationaux deviennent de plus en plus divergents. Les valeurs sont censées être le ciment qui maintient l'Amérique en Europe. Mais pour les Russes, lorsqu'ils entendent le mot « valeur », tout ce qu'ils perçoivent, c'est l'absence de pragmatisme, l'absence de diplomatie. Car dès qu'il est question de valeurs, il s'agit toujours de bonnes valeurs contre de mauvaises. C'est toujours noir ou blanc, le bien contre le mal. Il n'y a pas de place pour la compréhension mutuelle, pas de place pour la diplomatie, pas de place pour le compromis. Tout se transforme en une politique étrangère extrêmement conflictuelle, où l'on cherche la paix en, vainquant la Russie, ce que nous faisons depuis 4 ans. Il est donc intéressant de constater qu'à partir du moment où la notion de valeur entre en jeu, c'est là que les Européens et les Russes se trouvent profondément divisés. Avez-vous une dernière réflexion avant que nous concluions? Eh bien, je pense que si Donald Trump avait dit en personne à Vladimir Poutine certaines des idées exposées dans cette NSS lorsqu'ils se sont rencontrés en Alaska, cela expliquerait pourquoi Poutine n'a pas écouté les sceptiques autour de lui, qui doutaient de la sincérité américaine et pensaient que l'Amérique avait renoncé à la diplomatie. Il a poursuivi, contre toute attente et dans une situation qui ne semblait pas très favorable, cela expliquerait beaucoup de choses. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions sur cette stratégie de sécurité. C'est vraiment un document historique, cela dit. Je veux dire, il n'est pas beaucoup célébré ici en Europe, bien sûr, mais il semble que les États-Unis s'adaptent au monde tel qu'il est, même s'ils ont évidemment aussi de profonds problèmes avec lui. J'imagine que toute la résurgence de la doctrine Monroe pourrait avoir des conséquences très regrettables. Mais nous laisserons cela pour la prochaine fois. Donc, encore merci. Merci de m'avoir invité.